Donc, comme j'ai été présenté, Simon Ouellet, je suis président de l'entreprise MiniBig. On est spécialisé justement dans le big data et l'intelligence artificielle. On a pour vocation de démocratiser l'accès au big data et à l'intelligence artificielle. Et donc, ça passe aussi par la médiation, à expliquer ce que c'est déjà, parce que c'est souvent c'est quelque chose qui est pas compris en détail. Donc, je vais essayer d'être assez vulgarisateur ce matin. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui l'interaction, enfin ce matin, l'interaction entre le big data et l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, ça existe depuis déjà relativement longtemps, début des années 60, fin des années 50 plutôt. Et bon, on a essayé de travailler, de le faire évoluer, mais il manquait quelque chose, il manquait le big data. Donc je vais expliquer ce que c'est que le big data, et ensuite l'évolution qui mène jusqu'à l'intelligence artificielle. On va commencer déjà par quelques définitions concernant le big data. La définition la plus simple pour le big data, c'est les 3 V. Bon, là, je ne révolutionne rien en disant ça. C'est volume, vélocité, variété en anglais. Ce qui veut dire une quantité importante de données, un accès rapide à ces données-là et la variété, je sais que c'est en français, c'est plus ou moins c'est des données qui non structurées, un accès rapide qui sont de à ces données-là. Une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé, vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai déjà connu, j'ai déjà fait des grandes bases de données, tout ça. J'ai déjà fait du big data. Si vous étiez sur DB2 ou Oracle, non, c'est pas vrai, c'est pas du big data. Parce que c'est transactionnel. L'innovation au niveau du big data est arrivée par le logiciel et non pas par le matériel. On a abandonné la fameuse transaction acide. Mais je crois que je vais pouvoir revenir un peu plus en détail là-dessus. Les data science. Tous ceux qui ont voulu récemment se dire « Tiens, j'ai embauché un data scientist », se sont probablement confrontés au fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont data scientists sur le marché actuellement. C'est une discipline qui vient de commencer il y a quelques années. C'est notamment pour essayer d'attirer un peu plus de monde sur ce segment du marché. On avait jusqu'à présent surtout des actuaires, mais les actuaires, c'est encore plus rare. Hein, je crois que c'est 8 ans d'études en probabilité, statistique, etc., etc. Donc il y a encore moins de monde qui sont intéressés d'aller en actuariat. Et aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont d'études en probabilité. Donc on a fait quelque chose en intermédiaire entre encore moins de monde qui sont intéressés d'aller en actuariat. Et aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont d'études en probabilité. Qui sont disciplines, ouais, maths, statistiques, informatique et data vision. Ensuite, il y a data driven, qu'est-ce qu'on appelle par la qui sont disciplines, ouais, maths, par la statistique. C'est la gestion par la donnée. Donc, globalement, les gens dans le management font de la gestion par l'intuition. Donc, on a fait des grandes études, on a fait HEC, on a fait l'ENA, tout ça. Mais finalement, on ne gère pas grand-chose, quoi. On est sur des grandes règles et on espère que ça va fonctionner. Aujourd'hui, le data-driven permet de se faire de la prise de décision basée sur des faits, des données. On va y revenir plus en détail. Les data brokers, ce sont des plateformes de centralisation des données, achat, vente, échange. Ça permet, c'est eux qui sont très peu connus, mais eux vous connaissent bien. Les plus importants sont américains, évidemment, Axiom, qui prétendent avoir des données sur sur pratiquement tout le monde, sur plus de 10% de la planète. C'est eux qui rachètent les données de Google, etc., etc. Donc, ils en savent probablement plus sur vous que vous-même. Donc, eux, ils rachètent les données et ils les revendent.
c'est simplement des plateformes centrales. Voilà. Données et métadonnées. Important de faire la différence entre les données et les métadonnées. Donc les données, qu'est-ce que c'est que les données? Qu'est-ce que c'est que les métadonnées? Une donnée, par exemple, si on prend l'exemple du téléphone portable, lorsque vous allez appeler quelqu'un, la donnée, ça va être le flux audio. Et ça, évidemment, c'est privé. On est d'accord. Donc on dit, oui, les opérateurs vous garantissent, ne vous inquiétez pas, les données sont privées. Mais c'est vrai. Sauf que, à côté de ça, il y a les métadonnées. Donc qu'est-ce que c'est que les métadonnées? Ce sont les informations sur les données. Par exemple, concernant les opérateurs téléphoniques, numéro de téléphone, ça, c'est des métadonnées. C'est-à-dire que si vous avez appelé quelqu'un, par exemple, vous êtes en train de parler à votre femme à 16h, et à 16h05, vous recevez un coup de fil d'une agence d'escorte. Vous raccrochez avec votre femme et vous passez 7 minutes au téléphone avec cette agence. On s'en fout vraiment de savoir le contenu des données. Hein, parce que juste avec les métadonnées, on sait très bien ce qui s'est dit. On est d'accord? C'est pareil. Donc souvent, la métadonnée est plus intéressante que la donnée. Un autre exemple, peut-être un peu moins subversif, mais pour analyser, pour connaître si un tournoi de golf était intéressant ou pas, ce qui permettait de donner un indicateur à des entreprises publicitaires pour donner un index sur le prix des publicités. Donc on a travaillé sur ça, et au lieu de concevoir un outil qui allait analyser le contenu des messages, oui, le tournoi est vraiment passionnant. Donc il est obligé d'analyser le tournoi, passionnant, tout ça, en pondéré. Donc c'était complexe et plutôt approximatif. Ce qu'on a fait, on a tout simplement compté le nombre de caractères des messages. On s'est aperçu que plus les messages étaient courts, plus le tournoi était intéressant. Parce que si le tournoi est intéressant, tu ne passes pas ton temps à tweeter des trucs. Donc on analysait les messages tweets. J'ai oublié de mentionner, mais donc c'est ça. Donc la métadonnée souvent nous donne beaucoup plus d'informations que la donnée. Souvent on l'oublie. Intelligence artificielle, machine learning, deep learning, réseau neuronal convolutif, le CNN. L'intelligence artificielle, on en parle, mais qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des programmes qui peuvent... donc il y a deux types d'intelligence, enfin il y a deux grandes familles, l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. La faible, on va l'attribuer souvent à des robots qui vont avoir une certaine autonomie. Donc ils vont être capables de se déplacer, éviter des objets, des choses comme ça. C'est une intelligence artificielle faible. L'intelligence artificielle forte, ça va être une intelligence artificielle qui va apprendre, qui va pouvoir avoir des comportements on va l'attribuer souvent à des robots un peu plus étayés, un peu plus interactifs, donc ils vont être capables de se déplacer, et qui pourra éventuellement avoir, on pourrait pousser jusqu'à une certaine conscience. Là, on ne va pas rentrer là-dedans, je sens qu'il va y avoir un débat, qu'il peut y avoir un débat, mais donc c'est plutôt une intelligence artificielle, ça va être plutôt une intelligence qui va être attribuée à du non biologique. D'accord, donc des ordinateurs. Machine learning, c'est le fait de pouvoir apprendre. Donc c'est-à-dire qu'on fait apprendre un programme, on lui donne des données et il va apprendre par lui-même. On ne sera pas obligé de coder en dur des règles pour que le programme puisse évoluer. Deep learning, donc l'apprentissage profond. Donc là, ça c'est pareil, c'est-à-dire que on va le voir plus en détail plus loin, mais au lieu de donner des règles, on va vraiment simplement donner des tonnes de données et on va dire maintenant, amuse-toi avec ça, tu trouves les schémas et tu trouves les algorithmes à développer toi-même. Donc c'est ça qui fait un petit peu plus peur. Mais et le CNN, vous allez voir, c'est toute une série de... donc on s'est basé, on s'est influencé du fonctionnement du cerveau
donc le fonctionnement neurologique, donc du neurone, pour élaborer des méthodes d'intelligence artificielle. Donc on fait des couches de neurones, donc des couches de petits programmes qui vont eux-mêmes calculer, qui vont prendre le résultat, qui vont leur filer un autre neurone. Et tout ça, on appelle ça le réseau neuronal convolutif, le COVNET. Qu'est-ce qu'on fait avec les données massives? Aujourd'hui, ce qu'on en fait, on fait surtout de la détection de fraude. Par exemple, un exemple qui commence presque à dater maintenant, mais c'est Pôle emploi. Pôle emploi, avant de mettre en place leur big data, prenait jusqu'à 6 mois avant de détecter une fraude. Aujourd'hui, il se passe 10 minutes avant qu'ils déploient la contre-mesure. Entre la fraude et la contre-mesure, il y a 10 minutes qui se passent. Avant, c'était 6 mois avant de s'apercevoir « Oups, je crois qu'on s'est fait avoir ». Donc la mise en place du Big Data a permis justement d'être beaucoup plus réactif à ce niveau-là. Audit en réel, donc de savoir ce qui se passe dans son entreprise ou dans son organisation, sur des banques, des assurances. Souvent, il y a tellement de données qui sont générées que si on n'a pas un environnement Big Data, c'est pas possible. Par exemple, on a mis en place pour l'AMF très récemment un environnement Big Data parce qu'ils n'arrivaient pas à auditer toutes les transactions financières. Pour eux, ce n'était pas possible. Donc l'arrivée du Big Data permet de faire de l'audit en réel maintenant. Des analyses complexes sur d'importants volumes de données. Parce que oui, l'informatique, on va dire, existe depuis déjà un certain temps, mais vraiment, on arrive à en faire, à mon sens, que depuis l'arrivée du Big Data. Avant, on avait des machines qui étaient capables d'enregistrer des informations, des données, mais les traiter, c'était compliqué. J'ai fait 15 ans d'Oracle. Je peux vous dire que j'étais spécialiste de VLDB. Une requête, on avait une demande qui arrivait du marketing en haut. J'ai une question, ok, super. On mettait 6 mois à développer la requête, à mettre en place toutes les données. Bon, au bout de 6 mois, la réponse était presque obsolète. Est-ce qu'on faisait vraiment d'informatique? On essayait. Avec le Big Data, aujourd'hui, en quelques minutes, la personne au marketing est presque autonome, est capable de poser sa question. 30 secondes après, il a la réponse. Toute bonne réponse amène une autre question. Donc, on est capable d'avoir des itérations comme ça et d'avoir un résultat beaucoup plus riche. Et donc, l'analyse sur d'importants volumes de données nous permet aussi de comprendre le passé. Si on comprend mieux le passé, on arrive donc à extraire des schémas de comportement et de se dire, tiens, dans ce cas de figure-là, tel comportement, ça va donner telle action. Le truc très classique, on a observé que les hommes, au moment, juste après l'arrivée de leur premier enfant ou d'un enfant, c'est eux qui allaient faire les courses et du coup les couches, on s'est aperçu que la vente de couches était très intimement liée à la vente de bière. Voilà. Parce que ce sont les hommes qui allaient faire les courses puisque la femme s'occupait de l'enfant. Bref. Donc on est capable d'identifier par du déterminisme certains comportements. C'est pareil, l'exemple de Target où on s'est aperçu que les femmes, on va reprendre ça plus, c'est-à-dire un client de type féminin âgé entre tel âge et tel âge se mettait à acheter subitement en une seule fois plus d'un certain nombre de crèmes, donc les crèmes pour le corps, pour les mains. Il y avait plus de 80%, 90% des chances qu'elle soit enceinte. Et ça, Target le prouvait, il y a des exemples qui sont sortis dans les journaux à ce sujet-là. Donc ça, on a l'impression des fois de pouvoir avoir un comportement un peu qui nous est propre, un comportement singulier, mais finalement, on s'aperçoit que massivement, on appartient à des groupes comportementaux.
Donc évidemment, ça va servir le marketing, etc., etc., on s'en doute bien. Indicateur complexe en temps réel. Oui. Ça permet de faire des indicateurs, ouais. Beaucoup plus facilement. Avant, un indicateur, un PKI, dans les grandes entreprises, on calculait presque 1 million par PKI de budget. Aujourd'hui, on est capable de produire des dashboards beaucoup plus rapidement. Ça prend pas 6 mois à mettre en place. Médical, c'est pareil. Les analyses aujourd'hui, on est capable de faire des rapprochements, des croisements dans le domaine médical. Quelle maladie, quelle pathologie, et on peut faire des croisements entre les comportements. Ça, avant, c'était vraiment compliqué. Recherche. Dans la recherche, une chose qui est très intéressante, c'est que ça nous permet de sortir de la double ignorance. Qu'est-ce que c'est que la double ignorance? C'est qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et ça, c'est grave pour l'humanité. Le big data, ça nous permet de faire de la recherche empirique. C'est-à-dire qu'on va analyser les données un peu sans savoir ce qu'on cherche. Et de façon empirique, on va s'apercevoir que, par exemple, après avoir ploté des données, qu'il y a un nuage de données qui se forme. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il y a un phénomène. Donc, on vient de sortir de la dominance. On s'en est aperçu de façon empirique. Et ça, ok, on sait qu'on est ignorant sur un domaine, mais déjà, de savoir ça, ça vient de nous sortir de la double ignorance, donc on peut lancer des projets de recherche spécifiques sur ce sujet-là. Donc ça fait avancer, on va dire, ça tire l'humanité vers le haut. Simon, excuse-moi, est-ce que je peux te poser une question? Nous avons une question d'un internaute. Oui. Je peux te la poser maintenant? D'accord. On m'entend bien? Très bien. Un petit peu plus? Ok. Alors c'est M. Robert Philippe qui pose une question. Pensez-vous que la fluidité du biologique et son intégration liée à sa nature pourrait un jour être égalée par une intelligence artificielle venue de supports et de structures radicalement différents? Je continue la phrase. Ou bien serait-ce concevable parce que la biologique intégrerait de nouveaux composants venus de l'univers de l'intelligence artificielle? J'espère que tu as compris la question. Oui, que... oui. Voilà. C'est une question, je dirais pas récurrente, mais oui. D'accord, merci. Donc, je te laisserai peut-être répondre quand tu veux. Voilà. Là, il y a un peu tôt, mais oui, effectivement, oui. C'est parce qu'après, ça peut nous faire partir assez loin. Mais oui, effectivement, l'avenir, il faut s'en rendre compte, il est déjà là. C'est plus des probabilités, c'est les robots, tout ça, ils sont déjà là. Donc oui, il y a je pourrais simplement vous inviter à lire un livre qui s'appelle Homo Deus, et l'auteur, Franck rigole parce que je lui en parle à chaque fois que je le vois, mais dans Homo Deus, oui, c'est une vision très 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 actuelle, et effectivement, ce qui est mentionné, c'est que on risque donc c'est un peu la fin de l'Homo sapiens. Donc oui, aujourd'hui on est déjà en mesure, on s'augmente déjà nous, l'humain, par plusieurs biais. D'ailleurs c'est un peu la course qu'on fait actuellement, à repousser la mort, etc., etc. Juste un exemple très 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 simple. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des casques transcrâniens. Ça existe vraiment aujourd'hui. Faut revenir un peu en arrière sur les rat robots, c'est-à-dire les robots rats. On sait depuis les années 70, en implantant des électrodes dans la tête des rats, on est capable d'activer certaines zones de la gratification, donc du plaisir. Donc à l'époque, dans les années 70, le rat avait une petite pédale, et quand il appuyait sur la pédale, wouhou, il y avait des sensations de plaisir. Donc 24 heures après, tu retrouvais encore le rat en train d'appuyer sur la pédale. Aujourd'hui, vous imaginez, ça c'était dans les années 70. Aujourd'hui, on a les rat robots. Donc on a identifié très précisément les zones dans la tête, dans le cerveau, qui activent les différents plaisirs. Donc en gros, tu as une petite manette et tu actives
une zone qui fait que le rat a envie de tourner à gauche. Donc tu appuies sur le bouton et le rat il tourne à gauche. Après tu appuies sur un autre bouton, tu as envie de monter, de grimper un escalier. Hop, tu vas voir le rat qui va se dire oh, une échelle, je vais la monter. Tac, tac, tac. Et un autre bouton, tiens, saute en bas. Et là, le rat, qui déteste habituellement les hauteurs, tout ça, il va avoir plaisir à se jeter en bas de l'échelle. Et si on pouvait parler avec le rat, on lui demanderait, mais t'as pas l'impression d'être contrôlé? Et le rat te dirait, ben non, je suis en pleine extase. Là. Donc ça, ces casques-là, bien évidemment, aujourd'hui, on fait plus de trous dans la tête parce que les gens apprécient pas trop. Donc aujourd'hui, on a des petits casques, et c'est même disponible en do it yourself. C'est des petits casques qui vont générer juste un flux électrique, qui vont activer une zone bien particulière dans le cerveau. L'armée américaine, évidemment, s'en est prémunie. Et il y a un article qui est sorti d'une journaliste dans Newsweek qui explique cela. Donc, elle est allée tester un casque pour les snipers de l'armée américaine. Donc, elle relate l'expérience et donc elle se rend sur place. Donc elle, c'est plutôt une personne, c'est une journaliste, donc plutôt littéraire. Les armes, tout le truc, c'est pas vraiment son dada. Donc elle s'installe, on lui donne un fusil de sniper. Elle s'installe dans la simulation. Il y a des djihadistes qui viennent se faire sauter, tout ça. Et donc ça la stresse. L'arme s'enraye, c'est le bordel, ça ne fonctionne pas du tout. Donc à un moment donné, elle se dit non, mais j'arrête la simulation parce que j'y arrive pas, quoi. Donc le mec de l'armée fait OK, maintenant on lui installe le casque. Donc il met le casque, elle fait OK, je me sens pas en transe du tout, je sens rien, il n'y a rien, j'ai une petite sensation, j'ai un peu d'un goût de métal dans la bouche, mais c'est tout. Elle s'installe, la simulation commence. Pac, 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 ça va bien. Elle se sent zen, ultra focusée, ça se passe bien, elle n'a pas d'appréhension, elle n'a pas peur. Et il y a des moments où il y en a plein, ça arrive de partout, mais dans sa tête, elle se dit, il n'y a pas de souci, je vais gérer. Et assez vite, on lui dit, OK, maintenant c'est terminé. Ah bon, OK, j'en ai mis combien? Tu les as tous eus. Ah bon. Et ça fait 20 minutes que tu es là. Ah, elle avait pensé qu'elle était là, ça faisait une minute et demie, quoi. Donc voilà, avec un casque aujourd'hui, on peut transformer quelqu'un en sniper. Et je sais qu'il y a certaines grandes écoles américaines où, comme ça coûte très très cher, il y a des étudiants qui se fabriquent ce casque et ils se font des petites sessions d'études. Ils passent 20 minutes à étudier le truc, à étudier leur bouquin, et c'est très 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 efficace. Donc on est déjà dans une phase d'amélioration de l'être humain biologique. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est qu'à moyen terme, à court à moyen terme, on risque d'avoir des consciences donc biologiques, nous, semi-biologiques, donc un mélange entre le non biologique et le biologique, et du non biologique, donc l'intelligence artificielle basée sur des ordinateurs. Je pense que les deux vont cohabiter. Enfin, espérons-le. Enfin, je ne veux pas être Nostradamus. Je suis un peu Nostradamus, mais il y a quand même pas mal d'indicateurs qui sont assez inquiétants. Bref, pour la petite aparté. Merci. La data vision. On revient à un truc plus... Qu'est-ce que la data vision? À quoi ça sert? Pourquoi on fait des graphiques et tout? Est-ce que quelqu'un peut me dire combien il y a de E? Disons 8. Là, il y a combien de E? Bon, vous remarquerez que le passage entre Mac et Windows, on a perdu un retour de... donc, oui, pour calculer les E, là, si je vous pose la même question, ça va être beaucoup plus rapide. Toi, Mac, je sais que tu sais parce que je t'ai déjà fait le coup, je crois. Donc, pourquoi ça allait plus vite à compter les E? La deuxième fois, parce qu'on utilise un traitement préattentif. Le Pre-Attentive Processing. Donc, dans la data vision, on va utiliser les capacités, le fonctionnement du cerveau pour, en gros, charger, uploader l'information plus rapidement dans notre cerveau.
Donc, on va utiliser nos capacités heuristiques. Qu'est-ce que c'est que le traitement préattentif? Par exemple, sur la vision, on sait que lorsqu'on regarde quelque chose, l'information, quand il arrive dans le cerveau, va être séparée. Il y a une partie, il y a comme un câble qui va sur la partie du cortex visuel, et puis il y a un autre câble qui va être branché plutôt sur la partie qui gère la peur, etc., etc. Donc on s'est aperçu, par exemple, sur des aveugles, non pas qu'il y avait des problèmes sur toute la partie visuelle, mais plutôt sur leur cortex visuel. Ils avaient une ablation du cortex visuel, ou peu importe, un problème. Donc ils avaient perdu la vision, leur cerveau avait perdu la capacité d'analyser l'image. Par contre, le deuxième câble, lui, était toujours branché. Donc on leur demandait, par exemple, à ces personnes aveugles, on leur allumait une lumière, on leur disait de quelle couleur est la lumière. Donc évidemment, l'aveugle faisait, je te rappelle, je suis aveugle. Et là, on leur disait, non, mais c'est pas grave. Juste comme ça, essaie de deviner. Et la plupart du temps, ils réussissaient à trouver la bonne couleur. C'est pareil, on leur mettait une araignée juste devant eux, ils avaient peur, ils avaient une réaction de peur. Pourtant, ils n'étaient pas capables d'analyser l'image. Donc ça, c'est juste pour vous dire, c'est qu'on a un deuxième câblage. Et c'est ça qu'on va essayer d'utiliser dans la data vision, entre autres. Juste un exemple plus concret. Ça, c'est un fichier, on dit un fichier Excel, qui représente les flux pétroliers, version de données. Donc si on veut analyser ça, OK. Donc là, il faut regarder chaque ligne, Russie, Chine, 25. C'est pas très efficace. Et si je vous présente les mêmes données en version data vision, en version visuelle, tout de suite, on perçoit, on est capable de faire rapidement le tri entre qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on doit observer en premier. Par exemple, là, on est capable de voir que la Russie fournit massivement l'Europe en pétrole par rapport à tout le reste. Donc tout de suite, on est capable d'identifier l'information qui est importante. Et ça, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de charger l'information, mais beaucoup plus rapidement que le fameux tableau avant. Hein. Ça c'est inévitable. Et là, pouf, ça devient vite compréhensible pour l'humain. Donc là, on voit que la Russie fournit l'Europe en pétrole. Et là, si je vous donne une deuxième visualisation, on s'aperçoit que la projection en 2020 des stocks de pétrole, on s'aperçoit que quoi? La Russie va être à 0. Bon. Je ne m'appelle pas Bernard Guetta, mais si on veut faire un peu de géopolitique ce matin, on peut vite comprendre pourquoi le Moyen-Orient et pourquoi on n'intervient pas dans des pays où on devrait peut-être intervenir, parce que pourquoi il y a peut-être des intérêts. Bref, je ne vais pas polémiquer, mais je vais vous laisser par vous-même faire vos propres... un autre exemple de data vision, ça c'est assez rigolo. Donc la fameuse justice. Hein. Là, on démontre... donc c'est le pourcentage moyen de jugement favorable à une libération conditionnelle prononcée. Après le petit déjeuner, avant le petit déjeuner, en vert. Donc, si vous faites un truc... Ouais, c'est peut-être des questions à se poser si c'est bien ou c'est mal. Et vous devez passer devant le juge. Moi, je vous conseille d'avoir ce petit graphique. Juste... Non, parce que oui, hein, ça peut toujours aider. Parce que là, on peut s'apercevoir que la justice n'est pas toujours la même lorsque le juge a le ventre plein ou pas. Voilà. Exemple de data vision. Data driven, c'est secret des majors. Pourquoi Amazon? Pourquoi Amazon? C'est pas le plus sexy des sites web, hein? On est d'accord? Pourquoi il a avalé tout le monde? Parce que le management s'est reculé. Management, donc comme je vous disais, c'est souvent une gestion faite par des couilles. Donc pour moi, j'appelle ça une gestion de couillon. Hein, parce que, ça mène à... Oui, des fois on a des bonnes décisions, mais des fois ça mène souvent à notre perte.
Donc, qu'est-ce qu'on fait à Amazon? Ils se sont reculés et ont dit, OK, toute décision, on va la valider avec des données. Et eux, ils ont fait ça massivement sur toutes les références. Et donc, ça leur a permis de prendre le pas sur tout le monde. Parce que chaque décision, ils gagnaient peut-être 0,2%, 0,1%, 2%, 50% parfois. Mais ça, c'est fait sur tout. Donc, globalement, ils se sont imposés. Et c'est ce que font aussi Netflix, c'est ce que font tous les grands. Le management s'est reculé. On a dit, maintenant, c'est la donnée. C'est comme un GPS. OK? Les données, c'est un GPS. Aujourd'hui, on utilise tous un GPS, on voit à peu près ce que c'est. C'est-à-dire que si tu demandes à deux personnes qui ne sont pas des routiers de traverser la France, un, tu lui donnes un GPS, l'autre, tu ne lui donnes pas de GPS. Allez, premier qui est rendu, qui a traversé la France, lequel va arriver en premier? Probablement celui avec le GPS. Peut-être c'est peut-être celui aussi qui n'a pas le GPS. Peut-être. Sauf que si on leur demande de faire ça toute l'année, 365 jours dans l'année, OK? À la fin de l'année, celui qui a le GPS risque d'avoir encore son permis. Celui qui n'a pas de GPS risque de... Et c'est là que ça fait la différence. Le GPS, c'est pas lui il t'oblige pas à tourner à gauche. Quand il te dit faites demi-tour aussitôt que possible sur l'autoroute, évidemment, tu ne vas pas l'écouter. Sauf que c'est une aide à la décision. Et parfois, tu dis, OK, GPS, c'est bon, je sais où je vais, mais ça va t'aider. C'est pas là pour prendre le dessus sur toi. Par contre, sur le long terme, ça va être excessivement efficace. C'est les exemples classiques du test AB, le A/B test. Donc, tu compares deux choses. Et on s'en fout de comprendre de pourquoi il y en a une des deux qui va être le plus efficace. On va juste analyser de façon empirique. C'est-à-dire que, par exemple, en termes de clics, est-ce que les gens vont cliquer sur la première phrase ou la deuxième phrase, sachant qu'elle veut dire la même chose? La seconde version, dont la réponse a été coupée ici, indique que je crois que c'est 50% la seconde obtient 2 fois plus ou 50% de plus, un truc comme ça. Pourquoi? On ne sait pas. Mais la deuxième en obtient plus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre plutôt dans la deuxième, parce que les gens ont plus tendance à cliquer sur la deuxième. Le mot additionnel. Ah, peut-être. Oui. Mais ça, on n'en sait pas. Mais après, est-ce qu'on va passer un mois à se demander est-ce que c'est quel mot? Non, on s'en fout. C'est celui-là qui touche le plus de personnes. C'est celle-là qu'on met. Donc, on va y aller de façon empirique. Et c'est ce que fait Amazon, massivement. Donc, ils testent en temps réel. Bon, pas en temps réel, mais plutôt sur un échantillon réel. Donc, avant de publier quelque chose, il va publier en vrai. Et puis, il va observer lequel des deux versions va être le plus efficace. Et puis, celui qui va gagner, c'est lui qui va être officiellement publié. Et c'est que comme ça que ça fonctionne. Et ça marche. Je travaille aussi avec Publicis, ils font ça aussi à fond. Ça, c'est d'autres exemples aussi. Je passe un peu vite parce que sinon... c'est le principe de la loi... c'est le principe ou la loi de Pareto. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la répartition 80-20. C'est pareil. C'est comme ce que je disais pour le GPS, c'est pas quelque chose de sûr. C'est pas quelque chose c'est pas la pure vérité non plus. Mais dans 80% des cas, ça va fonctionner. On se dit qu'on se réserve 20% d'impondérables. Sauf que dans bien des cas, 80%, c'est amplement suffisant, c'est amplement satisfaisant. Donc on se dit, allons vers ça, quoi. L'intuition versus la gestion par la donnée, c'est ce que j'expliquais. La plupart du temps, le management qui ne se base pas sur des données, c'est plutôt basé sur de l'intuition. L'intuition, c'est un fonctionnement un peu similaire. C'est-à-dire que notre intuition est basée sur notre expérience personnelle. Donc plus on va avoir de l'expérience, plus notre intuition va être juste. Mais l'intuition, ça fonctionne bien dans des environnements plutôt contrôlés. L'infirmière, ça fait 20 ans qu'elle est dans son département sur le même étage, son intuition, elle est, je dirais pas parfaite, mais elle n'a même pas besoin de savoir elle a juste besoin de sentir qu'il y a un changement de lumière dans le couloir pour se dire qu'il y a un problème. Ça, c'est de l'intuition. Ça fonctionne bien dans ce cas-là. Mais
plus généralement. Sur des cas plus complexes, notre expérience n'est peut-être pas suffisante. Le big data, comme son nom l'indique, c'est des données massives. Donc, on risque d'avoir plus d'informations. Donc, c'est le même principe, mais on risque d'avoir plus une expérience plus riche avec le big data qu'avec notre propre intuition. Donc, c'est là qu'on se fait dépasser. Je ne sais pas si c'est clair, mais hop. Encore de la data vision, ça permet, c'est encore un exemple, mais là par exemple c'est le nombre d'accidents d'avion, comment c'est réparti, c'est plutôt à l'atterrissage, en vol, au décollage ou au sol. Donc ce genre de graphe va plutôt nous aider à se dire, ok, si on doit travailler sur de la prévention, on va plutôt la faire sur l'atterrissage. Donc là, bon, là, c'est assez joli comme présentation, mais bon, c'est quelque chose qui va pouvoir aussi vous permettre de présenter à tout le monde et à communiquer. À chaque fois, si vous présentez un tableau avec des chiffres, les gens ne sont pas très enclins à vouloir regarder votre tableau. Et donc, la data vision, va vous permettre de toucher un peu plus de monde. Les dashboards, tout ça, je pense que tout le monde connaît. Data broker, c'est ce que je vous expliquais. Donc, il y a la donnée interne versus donnée externe. Pour expliquer l'intérêt du data broker, c'est-à-dire qu'une entreprise ou une organisation va produire ses propres données. Si on analyse uniquement ses propres données, ça fait une donnée, ce qu'on appelle un peu pauvre, un peu incestueuse. Des résultats un peu incestueux. C'est-à-dire qu'on a généré notre donnée, on s'analyse soi-même. Ça peut donner un résultat un peu pauvre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une donnée externe pour enrichir le résultat. Par exemple, TF1 sur la VOD, ils génèrent leurs données, c'est-à-dire quand tu réserves des films le soir, ou peu importe quand, mais donc ça, c'est une donnée qu'ils vont récupérer. Par exemple, ils peuvent la croiser avec une donnée externe qui est la météo. Donc, on va s'apercevoir quand il pleut, les gens louent plus de films. Là, évidemment, c'est un exemple qui est un peu simple, mais la donnée externe, c'est ça. Donc, on va enrichir le résultat avec une donnée externe. Données web et données concrètes de terrain. Aujourd'hui, les données proviennent souvent massivement des données du web. Moi, j'essaie de développer la partie concrète de terrain. Donc, ce qu'on appelle la donnée concrète de terrain, c'est les données qui sont générées par l'activité, notre activité. Par exemple, prenons l'exemple de Jean-Pierre qui a une entreprise de carton. Désolé, Max, ça fait 8 fois que tu l'entends celle-là, mais... donc, Jean-Pierre qui a une entreprise de carton. Lui, son métier, c'est de faire du carton. Le carton, on sait que c'est un indicateur... sur l'état de santé de l'économie, presque en temps réel. Parce que si on achète, si les gens achètent, ils se font livrer dans quoi? Dans des boîtes de carton. Et ça, c'est un indicateur, ce qu'on appelle un signal faible. C'est pas quelque chose, c'est pas une donnée qui est directe, c'est une donnée qui est indirecte. C'est une information qui est indirecte. Et c'est ça qu'on essaie de chercher. Je ne sais pas si c'est très clair, mais donc Jean-Pierre, lui produit du carton. Sa DSI, c'est 2 PC au fond de son hangar. S'il y a 200 personnes qui veulent avoir cette donnée-là, pour Jean-Pierre, c'est compliqué parce que tu as des liens juridiques, tu as des liens informatiques, et c'est pas son métier. Lui, c'est de faire du carton. Donc le data broker, lui, il se met au milieu, il établit un lien avec Jean-Pierre, un lien juridique, un lien informatique. Et ensuite, publie cette donnée-là et revend cette donnée-là à 200 personnes s'il faut, il n'y a pas de souci. Et donc, ça permet à Jean-Pierre de pouvoir révéler un potentiel de chiffre d'affaires qui est conséquent. Aujourd'hui, Jean-Pierre a changé de voiture. Voilà. Enfin, on arrive à l'intelligence artificielle. Devons-nous copier le cerveau? C'est vrai que dans les inventions, souvent, on s'est inspiré de la nature pour créer artificiellement une technologie ou quoi que ce soit. Le cerveau, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de neurones, beaucoup de synapses. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on consomme que 25 watts. Notre cerveau, c'est 25 watts. Il faut se dire qu'un grain de riz
contient 11 milliards de neurones. Okay? Un neurone, c'est comme un processeur en informatique. 11 milliards, 25 watts. C'est dur à battre. Okay? Puissance des processeurs actuels. Bon, je suis pas encore, j'ai pas mis à jour depuis un certain temps. C'est un peu dépassé, mais c'est pas très loin non plus. Si on prend les cartes Nvidia, les GPU, tout ça, on est à 5750 cœurs. Aujourd'hui, ça a dépassé un peu, mais ça reste à peu près l'ordre d'idée. On est à plus de 500 watts. Vous imaginez, un grain de riz, 11 milliards, et là, on est à 5700. Donc, on a encore une bonne marge qui nous, on va dire, qui nous protège un peu de l'intelligence artificielle. On est encore supérieur à ce niveau-là. Par contre, cette distance-là, aujourd'hui, on estime qu'on est à peu près à un facteur 1 million. C'est-à-dire que le cerveau humain et la capacité informatique disponible aujourd'hui, on a à peu près une distance d'1 million, un facteur d'1 million. La loi de Moore, vous allez me dire, oui, ça s'est arrêté il y a quelques temps. Mais si on part du principe, peut-être que ça va se poursuivre ou s'accélérer. Mais si on se base là-dessus, ça nous sépare d'environ 30 ans. 30 ans sur l'échelle humaine, c'est pas beaucoup. Ce qui nous avait... Mais est-ce que tu pourrais répéter la question pour qu'on puisse entendre Ah oui. Est-ce qu'on est loin de... Par rapport à... si on considère l'ordinateur quantique, est-ce qu'on est aussi... Est-ce que finalement on est aussi loin que ça? L'ordinateur quantique, c'est quelque chose de fabuleux, mais à ma connaissance, ça ne répond pas aux mêmes questions que l'informatique, on va dire, traditionnelle répond. Ça répond à des besoins très spécifiques, des questions qui sont très très lourdes à calculer avec un système informatique classique. Mais les deux sont pas vraiment répondent à deux domaines bien distincts. Et je ne crois pas qu'on puisse faire de l'intelligence artificielle avec des ordinateurs quantiques. À ma connaissance, peut-être que oui. Mais à mon avis, c'est pas la même. On n'est pas sur les mêmes registres. C'est très très puissant, ça fait des trucs fabuleux. Mais pour moi, c'est pas. On n'arrive pas à faire la même chose. Donc 2047, finalement, c'est vraiment pas très loin. Moi, je risque d'être encore en vie. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non. Ce que dit Max. Certes, on est d'accord. La loi de Moore n'a plus lieu aujourd'hui. Ou plus près. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, oui, parce que Max disait que la loi de Moore aujourd'hui n'a plus lieu, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on a développé, c'est la distribution. Là où on s'est amélioré, là où on a l'innovation, où est-ce qu'elle est, c'est dans la distribution. C'est-à-dire que quelle est l'innovation sur les téléphones portables récemment, l'iPhone 10, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont mis des puces spécifiques pour l'intelligence artificielle. Et si on regarde le fonctionnement de notre cerveau, comment ça fonctionne? On a plein de neurones un peu partout, interconnectés. Donc on a déjà un réseau. Hein, on l'a créé à la suite de la guerre du Vietnam. L'armée américaine a mis en place un truc qui s'appelle Internet. Et aujourd'hui, Internet, c'est parti. Donc on a déjà un réseau en place. Et on a des téléphones qui communiquent, qui sont munis de puces spécialisées dans l'intelligence artificielle, dans le traitement massivement parallèle. Donc toutes ces petites puces-là, si on les réunit ensemble, on arrive, on est dans un système distribué. Le système distribué, c'est super, ça fonctionne vraiment. Donc oui, sur un composant bien particulier, certes, peut-être qu'on ne suivra pas la loi de Moore, mais je ne crois pas qu'on va s'arrêter à un seul ordinateur. Je pense que ça va être un réseau. Ouais, c'est ça. On va avoir un super calculateur, mais distribué en plusieurs unités de calcul. Donc là, je pense qu'on peut peut-être arriver à une puissance peut-être plus rapidement que prévu, que 2047.
Donc ça, on n'en sait rien, mais ça va très très vite. Et voilà. Pourquoi on utilise aujourd'hui, à quoi sert aujourd'hui, comment est utilisée l'intelligence artificielle aujourd'hui? Aujourd'hui, ça fait de la classification. On va dire, ah bah super. Bah oui, mais c'est sur des, si on a des données massives, si on a plusieurs pétas de données, comment on fait, comment on en sort des groupes, comment on ressort de la normalité, donc on a des intelligences artificielles qui vont classer ça, qui vont être capables de déterminer, ok, ça c'est ensemble, ça c'est pareil, et faire des stats là-dessus. Donc ça va nous permettre de faire des groupes de comportements, par exemple. Et une fois qu'on a ces groupes de comportements, ben, on regarde le présent et on se dit, lorsqu'on rencontre ces groupes-là, on sait qu'il y a telle action. Ce que j'expliquais précédemment, c'est-à-dire lorsque le client de type féminin âgé entre tel âge et tel âge, ça c'est un groupe. Cette classification-là peut être réalisée par une intelligence artificielle. Parce que si c'est un humain qui est derrière, vous imaginez, il faut qu'il épluche toutes les données. C'est pas possible. Enfin, humainement, ça va être peut-être avec un peu de bol, avec un peu de chance, on va y arriver. Mais sinon, l'intelligence artificielle va être en mesure d'analyser l'ensemble des données et nous sortir juste le meilleur des données. Voilà. Reconnaissance de motifs concernant les images. Par exemple, aujourd'hui, les IA, on s'est aperçu que dans le domaine médical, l'IA était beaucoup plus efficace que les médecins pour identifier des scans pour identifier, par exemple, un risque de cancer. En gros, l'intelligence artificielle arrive à peu près à 90%, ce que les médecins arrivent à peu près entre 40 et 50% sur l'analyse de scans. Modélisation accélérée, météo, etc. etc. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente. Les estimations, les filtres. Les filtres, c'est très important, les filtres. Parce que nous, l'humain, on fonctionne comme ça. On capte énormément de données, mais pour pour être capable de fonctionner là-dedans, notre cerveau va filtrer, il va juste nous laisser passer qu'est-ce qui est important. Ça va nous permettre de pouvoir évoluer dans la vie. Et donc ces filtres-là peuvent être créés pour être capable d'identifier juste ce qu'on a besoin. Encore une fois, c'est l'IA qui peut développer ça. Interaction automatique, voilà, on le voit régulièrement parce que ça c'est plutôt spectaculaire. Les robots, je ne sais pas si vous avez déjà vu les robots Amazon. Il y a plus de 45 000 robots aujourd'hui qui sont tout est géré, toutes les warehouses, donc les entrepôts Amazon sont gérés par 45 000 robots. Donc c'est des petits robots qui se promènent partout. Donc quand tu commandes quelque chose, c'est un petit robot qui se déplace, tac tac tac, qui va chercher le colis et qui va voilà. Donc ça c'est une interaction qui est faite par une forme d'intelligence artificielle. Des diagnostics, ce que j'expliquais justement avec le médical. Donc ça c'est quand même important. Un petit peu d'histoire. 1957, on voit apparaître le premier perceptron. C'est la première, dans l'histoire, c'est la première intelligence artificielle qu'on a pu mettre en œuvre. La machine arrivait à détecter que c'était un C. Bon, on est d'accord que c'était vraiment les prémices. Qu'est-ce que c'est que la programmation neuronale? On va simplifier. C'est le fait de simplifier. Parce que là, je suis en train de vous regarder. Ma rétine va percevoir justement les photons, tout ça, et va transformer ça en signaux. Mais l'image a une meilleure définition par rapport à ce que je perçois dans ma tête. C'est-à-dire que le cerveau, je vais passer avec plusieurs couches pour simplifier, pour être capable de dire, OK, ça c'est Franck. Sauf que je n'ai pas analysé pixel par pixel en me disant, OK, non. Donc les différentes couches ont à chaque fois de neurones, ont simplifié, simplifié, simplifié. Et à la fin, on se retrouve avec simplement un vecteur souvent, ce sont des données qui partent de -1 à 1, qui vont nous donner nous dire si on est plus ou moins proche de
de notre paramètre. Donc on va identifier plusieurs paramètres, par exemple les traits des sourcils, la couleur de la peau, des lunettes, pas lunettes. Et en fonction de ça, le match sur le nombre de paramètres vont nous indiquer si c'est Franck ou si c'est Max ou si c'est quelqu'un d'autre que je connais ou je ne connais pas. Donc la programmation neuronale va prendre quelque chose de très complexe et au fur et à mesure va la simplifier et ça va terminer par un vecteur de valeurs situé entre -1 et 1. Donc bon, je vous explique ça, je ne veux pas faire de vous ce matin des développeurs. Le neurone, pour y aller très simplement, en entrée, on a des valeurs, donc par exemple les pixels qui nous arrivent. On va avoir le coefficient synaptique. Ça, c'est notre apprentissage. On va avoir l'algorithme qui va être ici, qui va nous dire si c'est un sourcil ou pas. Donc les données qui vont arriver. Et le coefficient synaptique, ça va être notre apprentissage. C'est ce qu'on va avoir appris depuis. C'est le coefficient qui va venir influencer l'algorithme. Et à l'issue, il va avoir un output qui va passer le résultat à une autre couche de neurones ou à un autre neurone. Et donc ça, chaque neurone, normalement, ça s'exécute sur un processeur. C'est pour ça que la programmation neuronale, l'exécution va se faire souvent sur des processeurs massivement parallèles comme le GPU, les FGPA ou d'autres processeurs qui sont en train de voir le jour, mais qui sont massivement parallèles. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs cœurs. Sur un ordinateur classique, on a de quoi 2, 4, 8 cœurs, 16 parfois. Donc là, sur les GPU, on en a 5000 par exemple, parce que à chaque fois, c'est du traitement massivement parallèle. Un neurone va calculer son calcul, envoyer le résultat à l'autre. Donc tout ça doit travailler en parallèle. Donc c'est pour ça que le cerveau est quand même beaucoup plus puissant que nos capacités informatiques actuelles, parce que, comme je vous disais, l'équivalent d'une grainerie de matière grise, c'est 11 milliards de neurones. Perceptron multicouche, c'est un peu ce que j'expliquais, c'est qu'en entrée, il va avoir les données qui vont être traitées chacun de leur tour et qui vont être repassées à une autre couche qui, elle, va encore simplifier, encore une autre couche qui va encore simplifier, ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple, le cerveau, on dit qu'on a à peu près 6 couches pour en arriver à dire, tiens, ça c'est un chat. DNN. Comment on fait pour apprendre tout ça? Ce que ça nous prend, ce sont des données, des exemples. Donc là, on va commencer par une première étape qui va être l'entraînement. Notre algorithme va devoir apprendre pour justement entraîner son fameux coefficient d'apprentissage. Donc on va lui donner par exemple des images, il va s'entraîner, il va finir par générer un modèle. Plus il va avoir de données, plus le modèle va être précis. Ensuite, on va prendre ce modèle-là, et une fois quand on va passer en mode utilisation de cette intelligence artificielle-là, lorsqu'on va transmettre une image, par exemple, l'intelligence artificielle va essayer de déduire ce que c'est et va sortir une prédiction. On va dire, ah, je crois que ça c'est une fleur. Donc les couches de neurones, dans le second mode, il va avoir la fleur, il va passer par les entrées, les couches qui sont cachées, et tu vas avoir les outputs qui vont nous dire le résultat. Et à chaque fois, le W, c'est un weight, donc c'est un poids d'apprentissage. Ça va aller dans un seul sens. Dans le cadre de l'apprentissage, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a un concept qui s'appelle le back propagation, plutôt. C'est-à-dire qu'on va y passer, dans le cadre de l'apprentissage supervisé, on va y envoyer par exemple une fleur. La fleur va passer, le résultat, il va dire « Ah, c'est une vache ». Et là, on va dire « Non, c'est pas une vache, c'est une fleur ». Et donc, dans le cas de l'apprentissage, il va faire « Oh ». Donc, c'est pour ça qu'il y a un retour
Et là, il va dire, les neurones vont avoir le retour, vont dire, non les gars, là on s'est trompé, c'est pas une fleur, c'est pas une vache, c'est une fleur. Donc c'est comme ça qu'ils vont finir par apprendre. La vectorisation, donc le résultat va être des vecteurs. Ce que j'expliquais précédemment. Là, comme on peut voir, par exemple, ça c'est un exemple de représentation d'un chat et représentation d'un chien. Et là, vous allez me dire, ouais, ça ressemble un peu. C'est vrai que les vecteurs sont similaires parce que les chats et les chiens ont pas mal de propriétés qui sont similaires. Donc pour apprendre, ça prend des bases d'apprentissage. Tout, avec l'avènement du big data, a permis l'arrivée de l'intelligence artificielle. Parce qu'enfin, on avait des données massives à disposition qui nous permettaient à nos algorithmes de pouvoir apprendre. Parce qu'avant, on avait des jeux de données, ça restait assez limité. Et donc, les modèles qui en résultaient étaient quand même assez approximatifs et pas assez suffisants pour se dire, tiens, ça va fonctionner. Aujourd'hui, avec le big data, comme c'est possible, les algorithmes, ils peuvent apprendre, et d'être de plus en plus... Les modèles le résultat va être de plus en plus précis. Réseau neuronal, c'est ce que j'ai expliqué. Rétropropagation, j'ai expliqué aussi. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est encore à développer, c'est la mémoire. Parce qu'une fois que tu as appris, justement, ce résultat-là, où est-ce qu'on le stocke? Donc le réseau de mémoire n'est pas encore développé. On est dans un système, on apprend, on a un modèle, ouais, super, ça fonctionne. Sauf que il y a un truc complémentaire qui reste encore à développer, c'est l'équivalent de notre mémoire, l'hippocampe. Oui. Et ça, c'est en cours de développement. Il y a 3 types d'apprentissage. L'apprentissage par réenforcement. Qu'est-ce que c'est que le réenforcement? L'humain, ou même le vivant aujourd'hui, c'est principalement son mode d'apprentissage. C'est-à-dire que nous, on réagit, on est muni d'un système nerveux. Enfin, c'est tous les organismes qui sont munis d'un système nerveux. Mais nous, à la base, on réagit à des stimuli internes et externes qui sont de l'ordre de c'est bien, c'est pas bien. J'ai mal au ventre, c'est un stimuli qui me dit j'aurais peut-être pas dû manger autant de carottes. Je suis en train d'essayer de clouer une planche. Je me tape sur le doigt, je fais aïe, je devrais peut-être acheter quelque chose déjà tout fait, au lieu d'essayer de construire mon lit. Donc l'apprentissage par l'expérience, ça va être bien, pas bien. Donc ça, c'est un premier mode d'apprentissage qui a certains résultats. Je crois que AlphaGo, la première version était... Là, je suis un peu sur des billes, mais je crois que la première version d'AlphaGo était par réenforcement. Ensuite, on a l'apprentissage supervisé. Donc, c'est ce que je vous expliquais précédemment. C'est-à-dire que ça prend une base de données avec la réponse. C'est-à-dire, on a des images et à côté, ça dit que c'est une fleur. Ça dit le résultat. Donc, on a l'image à fleur et la métadonnée à côté qui dit que c'est une fleur. Comme ça, quand l'algorithme essaie d'apprendre, il se dit, OK, il va faire des tests, il va tester, il va dire, OK, je crois que c'est une vache, non, c'est une fleur. Donc, on a déjà la réponse. Donc, ça, c'est un apprentissage supervisé. Aujourd'hui, on sait faire ça. Et ensuite, tu as l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire que tu lui donnes des données et puis tu dis à l'algo, démerde-toi. Tu dois concevoir tes propres schémas, faut que tu devines ce que c'est, quoi. Chez l'humain, c'est à peu près ça. Hein. C'est-à-dire quand tu nais, avant de développer le sens commun, ce qu'on appelle le sens commun, il faut attendre au moins 8 mois. Avant ça, le bébé, le nourrisson, pour lui, s'il voit un stylo qui flotte dans les airs, pour lui, c'est normal. Il ne voit pas de problème à ça.
À partir de 8 mois, il finit par comprendre que si le stylo il flotte dans les airs, il peut se mettre à pleurer. Et donc, on est enfin, il y a tout un débat là-dessus. Il y en a qui disent que ce serait le propre de l'humain d'être en apprentissage non supervisé. Bref, c'est un débat, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais par exemple, AlphaGo 0, qui a battu AlphaGo au bout de 3 jours. Donc, AlphaGo 0, il est parti de 0. On lui a simplement dit, ça c'est les règles du jeu de Go. Maintenant, bonne chance. Donc, il a joué des parties contre lui, il a appris par lui-même, sans avoir de base de connaissances, quoi que ce soit. Et donc ça, on s'est aperçu qu'au bout de 3 jours, il battait AlphaGo, la première version. AlphaGo qui avait battu l'être humain 4-1 un an avant. Et au bout de 5 jours, AlphaGo 0 battait AlphaGo sur 100 parties, gagnait 100 parties. Donc on voit la puissance d'un algorithme aujourd'hui, qui est c'est très pointu, hein. On ne parle pas de conscience ou quoi que ce soit, mais sur un problème bien particulier, on est sur une efficacité qui fait presque peur. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, on avait dépassé l'humain, au bout de 5 jours, on avait dépassé le premier algorithme. Je ne parle pas, si on le laisse tourner pendant un an, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, on a une accélération notable de tout ça, de l'intelligence artificielle. Donc, ça peut aller très très vite. Quand je vous dis que je suis Nostradamus, c'est pas... Enfin bref. État de l'art. Reconnaissance. Aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire, c'est reconnaissance d'image. On peut le voir avec les voitures autonomes. Ça marche plutôt pas mal. Interprétation vidéo. Je ne sais plus si c'est encore secret, mais je crois plus. Hein. Mais je sais que la SNCF avait mis à peu près dans plus de 40 gares en prototype. Ils analysaient la vidéo pour créer un indicateur de risque. C'est-à-dire qu'on n'identifiait pas les personnes, mais on identifiait leur comportement. Pour savoir le risque dans chaque trame, s'il y avait un risque plus ou moins élevé d'agression. Donc c'était simplement d'analyse vidéo. Donc s'il y avait plusieurs gens qui étaient qui s'étaient levés du pied gauche ce matin-là, qui rentraient tous en même temps dans la même rame, il y avait des chances qu'on envoie automatiquement des CRS ou des agents de sécurité dans cette rame-là. Donc ça, c'est une analyse qui est faite automatiquement. Évidemment, parce que humainement, ce serait un peu compliqué d'analyser ça. Ouh, ce maillot clair, aujourd'hui, il est mal luné, quoi. Donc voilà, ça c'est déjà en place. Hein. Donc on n'est pas dans le futur. Hein. Le futur, c'est pas quelque chose qui est on envoie ah oui, ça va arriver un jour. Non, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment. Ça, c'est une analyse qui est je disais encore récemment au CHUM, à Montréal, le centre hospitalier universitaire de Montréal, les robots sont déjà en place. Hein. Tu as plus de 70 robots qui servent aujourd'hui au transport des échantillons, des seringues, peu importe, mais au transport de plein de choses qui sont nécessaires à l'hôpital. Ces 70 robots qui ont un circuit à eux, qui se promènent dans l'hôpital, ils ont même leur ascenseur. Voilà quoi. Ils ont plus de 9 km de parcours. Voilà. On n'est pas en train de regarder un film. C'est aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui. C'est important d'en prendre conscience. Interprétation du langage. Bien, je ne sais pas si vous avez essayé Google Home. Parce que, encore une chose, les choses évoluent hyper rapidement. Il y a 10 ans ou 5 ans, entre 5 et 10 ans, on va dire, je me souviens d'avoir lu un état de l'art sur l'interprétation du langage. Et l'état de l'art disait, c'est un échec total. Okay, on n'y arrive pas, on n'est pas en mesure de le faire. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de persister dans cette voie-là. Aujourd'hui, on a tous déjà essayé Siri ou ce genre d'interaction avec l'interprétation de notre... Et moi, en tant que Québécois, je peux vous dire que déjà, quand les gens... Il n'y a plus personne qui m'appelle parce qu'on ne se comprend jamais au téléphone. Donc, c'est pour vous dire qu'à quel point, moi, l'intelligence artificielle, quand je demande à Siri, vous pouvez me donner quelque chose... Mais
ça s'est grandement amélioré. Aujourd'hui, Siri finit par me comprendre. C'est là que je commence à me dire, j'ai peur. Juste une petite anecdote avec Google Home. Donc, c'était une gamine d'un couple d'amis à moi qui pose la question de façon tout à fait naïve à Google, une question genre comment est fait mon corps ou un truc. Google Home répond, bah, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, c'est trop complexe, virgule, mais j'apprends. Et là, tu fais, ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste aujourd'hui à intégrer le raisonnement de l'apprentissage profond. Donc, le raisonnement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de faire jouer au Go en intelligence artificielle. Mais est-ce qu'on est capable d'avoir un raisonnement plus large? C'est-à-dire que si on monte une photo d'une personne en train de sortir, avec, je sais pas, un sac dans une main, l'intelligence artificielle va être capable de dire, OK, j'ai reconnu, ça c'est John, ça c'est un sac à main, ça c'est une porte. Nous, l'avantage de l'humain, on va être capable de dire, oui, John est en train de sortir, dans 15 secondes, il n'est plus dans la pièce. Ça, l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de se faire ce type de projection-là. C'est-à-dire qu'il est capable d'identifier mais qu'est-ce qui va arriver après? Il n'est pas encore capable d'identifier ça. Une bonne architecture épisodique, mémoire à court terme. C'est comme je vous disais, bon, aujourd'hui ça apprend, on est capable de réagir ensuite, mais de pouvoir stocker ensuite ce résultat-là dans un autre réseau, c'est encore en train d'être développé. Découvrir les principes pour l'apprentissage non supervisé. Oui. Normalement, je suis supposé dire non, ça n'existe pas encore, tout ça. À chaque fois que je dis ça, il y a des gens qui m'appellent. Non, mais c'est pas vrai, ça existe. C'est en cours de développement. OK? Ce que j'ai déjà évoqué, les limites du big data sans l'IA. Bah oui, l'IA doit avoir des données pour pouvoir apprendre. C'est ce que offre le big data à l'IA aujourd'hui. Donc les deux sont intimement liés. Voilà. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Merci. Max. Alors, attends, Max, je vais te donner le micro, comme ça. Puis il y a deux questions là, que nous avons reçues. Je te les poserai après. Oui. J'ai une première question. Tu nous as montré tout à l'heure la représentation en vecteur, en fait, oui, comme le fruit d'un résultat, d'une analyse. Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce que, en fonction des différents systèmes, des différents langages, ces vecteurs sont normés? Enfin, il y a une codification, une norme derrière tout ça, ou au contraire, en fonction des outils qui sont utilisés, on arrive à des résultats qui sont incompatibles les uns avec les autres? Oui, c'est le cas. Aujourd'hui, je crois que c'est massivement incompatible. Non, on a des frameworks qui permettent de faire ça, mais après, justement, le résultat, non. C'est un truc qui est très, très propre à chaque système. Oui, parce qu'on ne sait pas les paramètres qu'on va donner à l'entrée. Okay. Donc, c'est un développement... Alors, comment on choisit? Donc, après, ça c'est vraiment... comment on choisit Ça, c'est une question qui est très, très liée au développement de l'intelligence artificielle que tu souhaites mettre en œuvre. Donc, c'est pour chaque cas de figure, c'est différent. Et donc, d'un point de vue pragmatique, en tant que chef d'entreprise qui voudrait se lancer un peu plus dans ce domaine-là, c'est quoi le bon chemin? Le bon chemin, de mon expérience, donc, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup... C'est assez compliqué de se lancer là-dedans. Il faut commencer par les écoles. Donc, bah évidemment, je suis québécois, donc je vais parler un peu du Québec, mais le Québec ont mis en place une école qui s'appelle IVADO, l'Institut de valorisation des données. Ils ont mis 580 millions sur la table, c'est Polytechnique, HEC et l'Université de Montréal. Ils ont mis en place 40 formations spécialisées dans la donnée et dont l'intelligence artificielle. Il y a un laboratoire qui est géré par Yoshua Bengio. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, il y a il y a le grand pont, c'est un Français, Yann Lequin. Donc, Yoshua Bengio et Yann Lequin se sont rencontrés au MIT. Yann, après, est resté à New York.
Et puis aujourd'hui, c'est à la tête du département de l'intelligence artificielle de Facebook. Et Yoshua Benjo a monté un laboratoire qui s'appelle Mila, qui est à Montréal, et qui embauche à peu près tout ce qui existe de gens qui veulent faire de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, c'est très, très, très centralisé là-bas. Après, ça prend, faut prendre des gens qui veulent. On est dans une phase de pionnier. Donc, faut que. Il y a des frameworks aujourd'hui qui existent, qui sont déjà hyper sympathiques, TensorFlow, H2O, etc., etc. Moi, je travaille notamment avec l'université, le laboratoire, le L3I, qui sont lancés aussi dans l'intelligence artificielle. On travaille ensemble. Donc oui, aujourd'hui, ces compétences-là sont souvent encore dans les universités. Et donc, il faut promouvoir l'éducation à ce niveau-là. Merci Simon. Une autre question? Ou sinon, je vais poser la question d'un internaute. Alors, j'avoue que les questions sont techniques. Hein. Ouais. Alors, c'est la première question. On va commencer par la question. Celle-ci, on l'a lue? Voilà, ok. La baisse du QI, évoquée par certains chercheurs en psychométrie, pourrait-elle être liée au développement de l'IA et au recours systématique à l'aide de la décision liée à l'utilisation de l'IA? Une mutation serait-elle en cours? Très bonne question. Moi, j'y répondrai. J'attends la réponse. Oui. Très simplement, non, c'est pas causé par l'IA, c'est causé par Netflix. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est que non, mais le cerveau, on n'utilise que 11% ou 10% de notre capacité du cerveau. Ah, faut arrêter avec ça. Non, il y a 10 à 11% du cerveau qui sont alloués à la partie consciente. Et le reste, c'est pour l'inconscient. Et l'inconscient est beaucoup plus puissant que le conscient. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez votre téléphone, vous ne laissez pas l'inconscient travailler. Donc c'est là qu'on ça réduit nos capacités cognitives. C'est-à-dire que si tu n'as jamais la chance à ton inconscient de pouvoir faire le plus gros du travail, eh ben, ok, parce que tu l'occupes toujours avec tes séries Netflix, ben non, c'est vrai que ça réduit notre capacité cognitive. Mais non, je ne crois pas que l'IA... non, au contraire, je pense que l'IA... Parce que là où on va être le plus performant au niveau cognitif, c'est lorsqu'on est dans des moments de contemplation. Le problème, c'est que dès qu'on est dans une file d'attente, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir notre téléphone pour regarder ce qui se passe sur Facebook. Donc, entre Facebook, Netflix, tout ça, c'est ça qui réduit nos capacités cognitives. On n'a plus de moment de contemplation. On va s'asseoir devant, on va aller marcher sur le bord de la mer, on va passer notre temps à regarder notre téléphone, à se prendre en selfie, et puis on va passer 20 prochaines minutes à regarder si j'ai des likes parce que j'ai fait un selfie. Donc ça non. Enfin, bref, il est là le problème. L'IA a à mon avis, d'autres périls, mais ce n'est pas celui-là. Super. Deuxième question. Alors, l'aide à la décision systématique ne fragilise-t-elle pas l'aide à la compréhension qui est, de facto, moins sollicitée? Oui, parce que c'est ce que je disais, c'est on fait le choix de façon empirique. On n'a pas trop compris ce qui se passait derrière. Et de toute façon, est-ce que après, c'est toujours pareil. Il y a des fois, est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer du temps à comprendre le fond? Peut-être, peut-être pas. Oui. Après, ça amène une certaine, on va dire, on a un peu peur, mais une certaine perte de contrôle qui est réelle. Et aujourd'hui, je crois que c'est un réel péril. Mais par exemple, Internet, est-ce qu'on a le contrôle? Est-ce que vous votez? Est-ce que Internet, par exemple, c'est pas un phénomène démocratique, Internet? Oui. Après, ça amène une certaine... Tout le monde l'utilise, tout le monde le fait. Que tu dises, ah oui, moi j'ai pas envie de l'utiliser, ça change pas grand-chose. Hein. Internet a quand même existé, va quand même évoluer, tout ça. Donc, oui. Merci. Oui, je t'en prie. Non, c'est bien, merci. Une question? Oui. Tu nous as pas parlé de Watson? Je sais pas pourquoi tout le monde me parle de Watson. oui, non mais... oui, non mais c'est bien. Non, ça... Ah oui, pardon. Qu'est-ce que Watson? Watson, c'est la solution d'intelligence artificielle proposée par IBM.
Mais c'est du IBM. Ça fonctionne bien. En fait, ça prend pas trop mal. Ça a des vrais résultats. Ça prend des sous. Ils sont pas là pour démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle. Mais oui, effectivement, ça va. Même si ça reste un concurrent pour moi, mais par moment. Mais je peux pas cracher dessus. Non, les résultats sont, dans certains cas de figure, sont assez probants. Ouais. Je ne sais pas si tu veux que je détaille un peu plus sur Watson. Je ne savais pas que c'était concurrent de Watson. Moi ? Non, mais après, oui. Bah, c'est une solution un peu propriétaire quand même. Voilà. Je voudrais rebondir sur la question de monsieur sur l'aspect des normes. Oui. On entend souvent dire que les Américains font du business, les Chinois copient et les Européens réglementent. Par rapport à l'intelligence artificielle, on en est où? Parce que vous disiez que les machines apprenaient avec ce qu'on leur donnait, mais justement, on leur donne quoi? Alors, c'est là que ça m'inquiète. Parce que je discutais l'an dernier, avec Jean-François Gagné, le président de Element AI, qui est une société spécialisée dans l'intelligence artificielle, dans laquelle Joshua Benjo fait partie également. Il me disait, écoute Simon, aujourd'hui j'ai les 8 plus grandes banques du Canada comme clients. C'est 3% de mon pipe de clientèle. Il dit massivement, c'est 60 à 70%, c'est des clients qui proviennent d'Asie. Voilà. Donc eux, ils ont compris. Aujourd'hui, en Europe, enfin en France du moins, je donne des conférences pour expliquer ce que c'est. Voilà. Donc l'Asie investit massivement, à mon sens, dans quelque chose qui va être un peu l'avenir, qui va prendre probablement ou potentiellement le dessus, quoi. Sur plein de questions, parce qu'aujourd'hui, tu vois, les politiques ont plus trop de... Là, je peux partir un peu en live, mais je vais peut-être arrêter la question là. Mais oui, donc l'Asie sont très 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 consommateurs d'intelligence artificielle aujourd'hui. L'Amérique, les États-Unis sont bien aussi. L'Europe, pas trop. Voilà. Donc, allez, on se motive. Merci Simon. Une autre question ? Ok, super. Est-ce qu'on a un internaute qui pose une autre question? Non? Super, merci. Eh ben, merci à tous. Merci à tous, et puis merci Simon. Merci à toi. Et on pourra pouvoir discuter autour d'un café juste derrière vous. Merci. Une bonne journée.